Pour la première fois cette année, on a voulu du coup valoriser et représenter ces voix et cette jeunesse dont Camille justement a bien donné un aperçu de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les rues. Et alors cette année, on a voulu mettre en place une nouvelle initiative participative, le plaidoyer des jeunes générations pour le vivant. On a fait un appel à candidature sur nos réseaux sociaux et partout là où on a pu, pour faire appel à des jeunes entre 16 et 30 ans et qui portent des actions, des solutions, des propositions engagées pour le vivant, pour l'environnement. Et qui dit vivant dit un champ impressionnant de différentes actions qui peuvent rentrer dans le champ du vivant. Donc on a eu la chance d'avoir tellement de candidatures autour de la protection des eaux, la protection de la biodiversité, la justice sociale et climatique, le recyclage des eaux domestiques. Et donc je pourrais vous donner 1000 et une autres exemples et initiatives de cette jeunesse engagée, mais en fait je pourrais tout simplement laisser la place aux 11 candidates et candidats que nous avons sélectionnés pour le plaidoyer. Je tiens à dire que là c'est la première session et il y aura une deuxième session à 17h, donc n'hésitez surtout pas à rester si vous voulez entendre ces propositions aussi impressionnantes que touchantes que nous aurons la chance d'écouter cet après-midi. Quoi de mieux de commencer ce plaidoyer avec une question qu'on doit se poser aujourd'hui plus que jamais. Vivre ou survivre, telle est la question de Feriel Matlouti. Donc j'appelle Feriel à monter sur scène. Bonjour à tous. Hop. Direction la COP24 en Pologne pour un aller-retour en jet privé. En Pologne? Pour une convention pour le climat en jet privé pour un aller-retour? Vous êtes sûr? C'est paradoxal, n'est-ce pas? Je répète, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et les présidents ici présents, direction la Pologne en jet privé pour un aller-retour. Sur place, vous trouverez à votre convenance piscine et restaurants de haute qualité. Triste réalité à n'en pas douter. À ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront, mesdames et messieurs ici présents, laissez-moi, Feriel Matlouti, du haut de mes 18 ans, vous exprimer et vous montrer à quel point je suis choquée, indignée, révoltée. Nous faisons face aujourd'hui à une crise sans précédent. Et bien que cela puisse en étonner certains, je ne vous parlerai pas d'une crise économique et de celle que nous vivons actuellement. Pour aujourd'hui, ni inflation, ni croissance, ni retraite, désolé. Aujourd'hui, parlons seulement d'une crise mondiale. D'une crise qui dure depuis bien trop longtemps et qui s'éternise depuis tout ce temps. Que dis-je? Une guerre meurtrière qui chaque année tue en masse. Car oui, nous faisons face à un début d'extinction massif. Et je pèse mes mots quand je dis cela. Et pour chaque guerre, il y a un responsable. En l'occurrence, des responsables, ou plutôt des coupables. Et les coupables, ce sont les gouvernements, les entreprises polluantes, les inconscients et les imbéciles. Je les déclare coupables du plus haut crime contre l'humanité. Coupables d'homicide volontaire en abondance. Coupables de briser nos rêves. Coupables de compromettre l'avenir de toutes les générations à venir. Coupables de voir et de ne rien faire. Et puis quoi? Surtout coupables d'entendre et de voir avec leurs propres yeux. Et pourtant, de ne rien faire et de continuer constamment à ne rien faire. Le monde de demain vous appartient, disent-ils. Mais quel monde? Celui qui prend feu devant vos yeux. Celui où nous n'aurons plus d'eau. Celui où les riches pourront boire et vivre et les pauvres mourir. Celui où pour un bout de pain, un centime ou une douche, nous nous battrons. C'est donc ça le monde de demain? Le monde que vous laissez à vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants, n'avez-vous pas honte? Vous nous laissez un monde
où il ne suffira plus de vivre, où il faudra survivre entre réchauffement climatique, montée des eaux, canicules, ouragans, tsunamis, feux de forêt, sécheresse, fonte de glace et j'en passe. Et malgré tout ça, et malgré toutes ces catastrophes qui nous touchent tous, et je dis bien tout le monde, vous restez assis, témoins, sur le banc de touche. Et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Et c'est aujourd'hui que je saurai si vous avez une conscience, un cœur, une âme. C'est aujourd'hui que je saurai si demain je pourrai vivre ou si je serai condamnée à survivre. C'est aujourd'hui que je saurai si je pourrai réaliser mes petits rêves. Je finirai en vous donnant mon premier souhait. Génie, voilà mon premier souhait. J'en ai rêvé et j'en rêve encore, espérant que les coupables agiront avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais avoir des enfants, construire une famille, un rêve simple, non? Et pourtant, ce simple rêve semble être alors une douce illusion. Car je refuse, et je dis bien je refuse, de laisser ce monde à nos futurs enfants, à nos descendants. Je refuse que les futures générations subissent ce que nous subissons déjà. Merci. Merci Fariel. Maintenant, je vais appeler Marius Ruchon à monter sur scène, qui va nous parler de reconnecter la jeunesse à la nature. Allez. Eh bien, si souvent. Eh bien, bonjour tout le monde, enchanté, Marius. Donc nous sommes le 3 mai, sorte d'apogée de la vie dans nos contrées. Et en fait, à cette date, on peut voir notamment ces petits blaireautins qui sortent de l'ombre de leur terrier pour rejoindre le tintamarre forestier. C'est aussi le moment où normalement vous aurez entendu un son avec beaucoup d'oiseaux qui chantent. Donc c'est l'effervescence en ce moment. Comme lui, donc ça c'est Robert Hénard, un naturaliste qui a peint cette gravure sur bois, et comme lui j'appartiens à ce petit peuple, ce peuple discret de personnes qui sont conscients du vivant et qui sont à l'affût permanent du moindre bruit, du moindre geste et de la moindre bête. Alors on les appelle peut-être à tort naturalistes. Alors ma campagne à moi c'est la Creuse, où vivent mes grands-parents. Une enfance bercée de balades ornithologiques et de pêche au triton à l'étang des Landes. Puis j'ai mis un pied quand j'étais au collège, dans le monde associatif, naturaliste. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont pris sur leurs grandes ailes de chauve-souris. Et c'est justement dans le monde des chauves-souris que j'ai évolué et que je me suis engagé pour le vivant, pour la connaissance du vivant. Force est de constater qu'en dehors de ce réseau de passionnés, la jeunesse manque à l'appel, cruellement. Et comme si elle était déconnectée du monde vivant, qu'elle soit rurale ou citadine. J'étais donc le seul, un peu seul en tant que jeune, et je me demandais pourquoi. Peut-être parce que la nature c'est ringard, peut-être parce qu'en tant que jeune, on se sent de moins en moins concerné, parce qu'on a une vie avec plein de boîtes aseptisées, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis posé la question. Avant c'était quelque chose, la passion de la nature, qui se passait de génération en génération, ou alors grâce à un enseignant passionnant par exemple. C'est donc dans ce contexte que j'ai créé l'association Blaireauder, qui est devenue une fédération en 2018. C'est un peu le projet d'une vie. Blaireauder, c'est avant tout une façon sensible et concrète de s'engager pour le vivant.
Bléroudeur, c'est mettre les mains à la pâte, observer plutôt, s'émerveiller, planter des haies. En définitive, c'est une bonne dose de bivouac, de randonnée, de formation, d'inventaire, d'affût, de pistage. Il s'est alors dessiné une motivation et une mobilisation inattendue, comme si Bléroudeur répondait à ce manque, voire une absence de vivant dans nos vies. Nous sommes désormais plusieurs centaines répartis un peu partout en France, La Rochelle, Paris, Chambéry, Nancy et Montpellier, en lien toujours avec les universités. Alors récemment, par exemple, les Bléroudeurs ont fait le suivi des oiseaux communs ou des coléoptères sur quelques fermes et organisé une expédition en Guyane cet été. Mais ne serait-ce pas surtout le rôle du système éducatif que d'éduquer aux vivants? Prend-il la mesure de sa responsabilité vis-à-vis de l'ignorance entretenue et de ses répercussions? Par cette ignorance, on n'entend plus et on ne voit plus le vivant disparaître. Ne serait-ce qu'AgroParisTech, où j'étudie, ne devrait-on pas troquer quelques amphis de comptabilité pendant le tronc commun contre quelques randonnées sur les sentiers? Alors il a fallu que j'attende de rejoindre les ministres à la COP 15 en tant que jeune délégué biodiversité grâce à l'association Jack pour leur faire passer ce message, passer ce mot, passer ce plaidoyer. Avant, on ne me sollicitait jamais. Et pour leur partager ce constat que les jeunes manquent à l'appel. J'appelle donc sincèrement les pouvoirs publics et tous les influenceurs à transformer le projet qu'est le nôtre de Bléroudeur d'une éducation vivante en un véritable projet éducatif. Les pages qui tombent sont les espèces qui tombent, celles inscrites sur les listes rouges nationales et régionales. Peut-être avez-vous entendu, alors du coup non, les chants des 7 oiseaux qui chantaient. Pareil, elles disparaissent. Je vois chez mes grands-parents, c'est quelque chose qui est visible et qu'on entend. Personne ne voudrait d'un 3 mai silencieux. Personne ne voudrait non plus d'un printemps silencieux, comme le disait Rachel Carson. Alors heureusement, le vivant est résilient et puissant. Alors finalement, je crois que je ne m'inquiète pas. Il suffit de voir l'émerveillement dans les yeux d'une personne qui voit pour la première fois son petit rhinolophe, une petite chauve-souris pendue par les pattes. Mais encore faudrait-il lui montrer. Donc venez blairouder. Merci. Maintenant, on va avoir le plaisir d'écouter Stacy Algrin sur un média, sur une proposition pour plus de présence sur le traitement écologique dans les médias. Merci Stacy. Bonjour. Je pense que Camille avait raison de dire que c'était assez impressionnant de se tenir devant vous. Donc je m'appelle Stacy Algrin, j'ai 26 ans et je pense qu'à peu près comme toutes les personnes que vous allez voir cet après-midi, on peut me mettre 2 étiquettes, celle que je suis jeune, 26 ans apparemment c'est encore assez jeune, et celle que je suis une activiste. Et récemment on m'a mis une autre étiquette, c'est celle de journaliste, puisque j'ai commencé à me servir un peu de ce que je savais faire, écrire, pour parler de toutes ces choses qui nous dépriment pour beaucoup, j'ai l'impression. Mais il y a un peu un cri du cœur quand je me présente, et c'est celui de dire que je suis une fille du Sud. Donc évidemment, quand on dit le Sud, on pense à la Provence, on pense au criquet, on pense au soleil, et c'est des paysages absolument incroyables, entre terre, mer, montagne, puisque je viens de la Provence. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les paysages montagneux ou les forêts alentours qui m'ont motivée à vous parler de ces sujets aujourd'hui, mais c'est parce que je suis aussi une fille et une enfant de l'or noir, le pétrole, parce que je viens d'une petite ville du sud de la France qui s'appelle Berlétan, 18 000 personnes, 18 000 habitants, qui compte également 3 sites Céveso. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une norme industrielle qui nous explique qu'on est sur des sites qui sont assez dangereux. Et donc juste derrière chez moi, j'avais pas de belles montagnes, j'avais pas de belles forêts, mais j'avais une usine pétrochimique. Donc j'avais ces grandes cheminées qui étaient assez imposantes, qui étaient omniprésentes. Je les voyais tous les jours en allant à l'école avec mes parents. Tous les jours également le soir, quand par chance on avait un peu de vent et que les industriels s'amusaient à faire crachoter toute la fumée en dehors de ces cheminées. Et en fait, je me dis que ces cheminées, elles ont surtout retiré beaucoup d'années au compteur de mes voisins, de nos anciens, et qu'elles ont laissé leur poison un peu s'infiltrer absolument partout. Premièrement, dans les corps de ceux qui les maintenaient en vie, évidemment,
mais aussi dans cette part du vivant, qui n'était que spectateur, spectatrice de ce qui était en train de se passer, et on l'était tous un peu finalement. Pourtant, moi, ce qui m'a réellement fait basculer dans ce monde que j'aime appeler le monde du minuscule et de l'immense, c'est mon écran de télé. Parce que je suis assez jeune pour être la génération qui est née avec un smartphone entre les mains, mais je me considère aussi de la génération où choix nature. Et je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont pu regarder cette émission quand ils étaient plus jeunes ou même plus âgés, enfin ça dépend. Mais j'aimerais que vous leviez la main peut-être pour me dire ceux qui connaissent. Ok, une grosse partie. Ceux qui ne connaissent pas, Choix nature, c'était une émission qui était portée, qui était présentée par Nicolas Hulot et qui nous emmenait à la découverte des merveilles du vivant, du monde naturel et aussi de toutes ces personnes qui les protégeaient. À l'époque, je rêvais moi d'être reporter ou biologiste marin. J'avais a priori pas du tout réussi à réaliser aucun de ces rêves, mais il a suffi d'une extinction de masse et moi de ma petite plume pour me permettre de réaliser ces rêves effectivement. Donc quelques années plus tard, j'ai voulu parler de l'effondrement de la biodiversité, de toutes ces espèces qui tombent les unes après les autres sans que personne ne fasse quoi que ce soit, en créant un média qui s'appelle La Corneille, et le nom est quand même important, puisque c'est le nom d'un oiseau qu'on connaît toutes et tous, mais qu'on appelle corbeau et qu'on s'entête à appeler corbeau, puisqu'il peuple nos villes, cet oiseau noir qu'on aime peu, qu'on méconnaît. Bah moi je voulais le remettre au centre de l'attention et expliquer que c'était un peu le synonyme de notre relation actuelle au vivant. Une relation qui est en train de se déliter, une perte de sensibilité et qui est en train de nous entraîner au fond du gouffre avec elle. Donc ce média, comme je vous l'ai dit, il est entièrement consacré à la biodiversité. Et j'ai commencé avec une newsletter, le truc qu'on a un peu jugé comme mort il y a quelques années, qui est en train de revenir. Et il se trouvait donc que moi j'essayais de parler de toutes ces bonnes, de ces mauvaises nouvelles que je voyais sur la biodiversité, mais aussi de cette part qu'on méconnaissait. Donc je donnais la parole à des naturalistes, à des personnes qui étaient sur le terrain et qui se battaient chaque jour, sans qu'on en ait vraiment l'impression. Parce que quand on entend parler de l'effondrement de la biodiversité, on a en effet l'impression que personne ne fait absolument rien. Et le témoignage précédent montre que c'est totalement faux. Il y a un tas de personnes qui ont des initiatives, il y a des gens dont c'est le métier depuis des années qui se battent en silence. Et moi, ce que je voulais faire, c'était avec cet outil que j'avais, donc mon clavier de Gen Z, et ma plume, a priori, leur donner une parole. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus toute seule, j'ai un binôme qui s'appelle Nicolas Dubois et qui n'est pas avec moi, mais que je tiens à remettre aussi sur scène ici. Il est photographe et vidéaste animalier, il a une formation d'écologue, et ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on essaie justement de combiner un peu nos talents, nos visions sur ce monde, nos regards sur ce monde, pour aller attirer des personnes qui n'en ont pas rien à faire, parce que je pense que personne n'en a réellement rien à faire de ce monde qui nous entoure, mais qui ont juste des portes d'entrée qui sont différentes. Et donc on a commencé à écrire, on a commencé à faire des reportages sur le terrain. L'un d'entre eux était nommé Sentinelle du Jura, où on a allé pendant 4 jours camper dans les montagnes jurassiennes. On a essayé de donner la parole à un photographe qui travaille là-bas, qui est né dans ces montagnes, et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de réponses. Petit à petit, on avait une grand-mère qui habitait pas très loin du Jura, qui me disait la corneille, moi, je la vois chaque année qui vient nicher en face de mon bâtiment, et les voisins l'apprécient pas trop, mais moi je l'aime parce que ça me donne un peu une ouverture sur le monde. Et quand vous avez ce type de témoignage de personnes où vous vous dites en fait vous n'avez rien à voir, vous ne connaissez pas, mais elle prend quand même la peine de taper sur son clavier ces mots pour vous partager un instant, c'est hyper puissant. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est essayer de créer un espèce d'annuaire géant où on va mettre en avant tous ces naturalistes, ces gens du terrain, mais aussi des artistes, des militants, des techniciens, tous ces profils qui aujourd'hui sont actifs sur les questions du vivant. En exemple, ça peut être un Marc Namblard, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est audio-naturaliste. Son job à lui, c'est d'aller dans la nature et d'enregistrer les sons des oiseaux, des chauves-souris, etc. et de les diffuser ensuite, évidemment, dans les réseaux sociaux, mais dans les films. Quand vous regardez des films et que vous entendez effectivement des bruits de la nature, des animaux ou autres, c'est ce type de personnes qui sont allées les capter. Pourtant, on n'en parle pas. Donc ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de visibiliser finalement cette part à nouveau du vivant et de l'humanité qui est bien là, qui est bien présente, mais qui ne bénéficie pas de ces projecteurs braqués sur elle en permanence. Et ça, c'est fort. Et évidemment, on va essayer de sortir des réseaux sociaux, parce que, évidemment, quand on est jeune, on aime bien pianoter sur son smartphone à longueur de journée, mais on se rend compte que c'est très limité, évidemment, par les algorithmes qui ne sont pas toujours en faveur de notre cause, mais aussi par le fait qu'on a tous des manières de communiquer qui sont différentes. Donc aujourd'hui, on travaille sur un format de soirée immersive, où l'idée, c'est de ramener à nouveau ces gardiens du vivant, de leur laisser la scène, et de leur laisser l'opportunité surtout de nous raconter une rencontre avec le vivant.
Il y a un exemple que je cite régulièrement, c'est celui de Laurent Balesta, que vous connaissez peut-être, qui est également un scientifique, mais qui est surtout un photographe marin qui est absolument exceptionnel. Et il y a une scène que j'aime bien montrer d'habitude, c'est celle où il est allé plonger dans la passe de Fakaraba, qui est une passe, donc une espèce de creusement dans un barrière de corail, quoi. Et il a montré, donc, en faisant une plongée qui a duré 24 heures sous l'eau. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est dingue, mais il a montré que dans cet endroit très précis, un point sur la Terre, il y avait une pleine lune en juin ou en juillet, où il y avait plus de 700 requins qui se réunissaient. Et moi, j'ai pu entendre parler de son histoire parce qu'il a eu la chance de faire un documentaire avec Arte. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Donc on va essayer justement de vous ouvrir un peu ces brèches dans le monde, de donner une résonance et de donner de la lumière à toutes ces histoires, à toutes ces expériences avec le vivant, parce qu'il y en a des centaines, des milliers, des millions, et que je pense qu'elles méritent d'être écoutées. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on est dans une période qui est comparable à cette fameuse scène dans le Titanic, où il y a les flots qui sont en train d'arriver dans la cale, tout le monde est en train de paniquer, mais on a trois types de personnes qui sont présentes et qu'on manque parfois, mais qui sont pourtant très importantes. Il y a celles qui enlacent leurs proches et qui chérissent ce qui pourrait être leurs derniers instants. C'est un peu les gens qui aiment la vie et qui essaient de la chérir jusqu'au bout. Il y a celles qui se font les gardiennes des radeaux de survie et qui, elles, font tout pour sauver ce qui peut alors encore l'être. Et enfin, il y a celles qui restent jusqu'au bout pour jouer un dernier air de musique sur le ponton. Je ne sais pas si vous avez pu les manquer, mais le fameux orchestre qui reste à trois pour jouer alors qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de couler. Et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, de ces personnes qui sont vraiment obstinées à mettre un peu de poésie alors qu'on est en plein milieu du chaos. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous engager, certes, mais aussi de chanter, de danser, de mettre des fleurs sur votre balcon si vous trouvez ça joli, et de mettre des coups de pied dans les fourmilières présidentielles. Parce qu'il faut défendre aujourd'hui ce qui nous unit encore toutes et tous, être vivants. Je vous remercie. Merci Stacy pour ce beau texte aussi poétique. Maintenant j'ai envie d'appeler Camille et Elia qui vont nous parler donc de Sea Cleaners et de la lutte contre la pollution plastique dans les océans. Bonjour, je m'appelle Camille Bonnely et je suis assistante marketing digital chez The Sea Cleaners. Bonjour, je suis Elia Jolinon, responsable de contenu chez The Sea Cleaners. La pollution plastique. Aujourd'hui, c'est 1 tonne de déchets déversés dans les océans toutes les 3 secondes. Donc, lorsqu'on aura terminé de parler, 60 tonnes de déchets plastiques auront terminé dans les océans. Si nous ne faisons rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est une phrase qu'on a déjà entendue, mais qui ne freine pas la consommation de plastique globale pour autant. Pourtant, cette pollution plastique marine, elle a des impacts directs sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique, sur la qualité de l'eau et sur l'accroissement des inégalités sociales. Pour lutter contre ce fléau, notre association, The Sea Cleaners, a décidé d'agir sur tous les fronts: l'éducation et la sensibilisation, la recherche scientifique, la promotion d'une économie circulaire dans la gestion des déchets, et enfin la collecte à terre et en mer. Nous défendons l'action de ramasser ces macroplastiques, bien que ce soit souvent décrié, peut-être jugé inefficace, n'incitant pas suffisamment au changement de comportement ou à l'amélioration de la prise en charge des déchets. Mais notre expérience, elle nous apprend une chose qui est sûre, c'est que c'est bien la collecte qui incite au passage à l'action et qui éveille les consciences. Donc aujourd'hui, prendre part aux actions de The Sea Cleaners, c'est participer à un effort commun vital pour notre planète, préserver la biodiversité dans son ensemble
Et surtout, préserver les océans, c'est préserver la survie de milliers d'espèces, y compris la nôtre. C'est pourquoi j'ai rejoint The Sea Cleaners, tant pour ses engagements envers nos océans que pour la pluralité de ses missions. Que ce soit à terre ou en mer, la collecte de déchets, elle nous révèle ce que nous ne voulons pas voir. Ces tonnes de déchets non gérés qui s'échappent de nos poubelles et qui finissent dans la mer. En réponse, The Sea Cleaners développe le Manta, qui aura pour mission de collecter, de traiter et de valoriser les macrodéchets plastiques en grande quantité dans les gyres. Et en soutien, le Mobula, un plus petit bateau de dépollution polyvalent qui est déjà en action sur les côtes balinaises. Comme la collecte en mer ne suffit pas à elle seule à stopper la pollution plastique, régulièrement des collectes à terre sont organisées par nos délégations régionales. Ce sont ces types d'actions qui donnent de l'espoir à nos générations. Parce que nous les jeunes, nous souffrons beaucoup d'éco-anxiété. Nous ne voulons plus faire face à cet immobilisme et surtout à ce sentiment d'impuissance. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser pour arrêter de subir. Osons regarder en face toutes ces tonnes de déchets plastiques parce qu'il faut collecter pour montrer, il faut montrer pour sensibiliser. Comme le disait Victor Hugo, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Merci beaucoup. Merci. Merci Camille et Elia. Maintenant, je vais faire appel à un autre duo de filles, parce que comme vous l'avez vu, on a pas mal de filles. C'est peut-être révélateur. Donc, je vais faire appel à Jade et à Elsa de l'association Polynis. Donc, avec leur super beau t-shirt, vous allez voir. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ce fut un printemps sans voix. Ce sont les mots de Rachel Carson, lanceuse d'alerte et biologiste, qu'elle écrivait dès 1962 dans son livre Printemps silencieux. Un printemps sans abeilles, sans papillons, sans oiseaux. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Depuis 1990, 30% des populations d'oiseaux agricoles ont disparu. Et dans les zones protégées, c'est 70% de la biomasse d'insectes volants. Le futur ne s'annonce pas meilleur. Dans les prochaines décennies, c'est plus d'1 million d'espèces qui sont en danger d'extinction. Cet effondrement de la biodiversité ordinaire résulte d'une ignorance volontaire de ces causes. Le consensus scientifique établit pourtant clairement le lien entre ce déclin et l'intensification de l'agriculture, reposant immodérément sur l'usage systématique de pesticides chimiques. C'est pour ces raisons que nous avons choisi de travailler avec Polynis, une association qui lutte contre l'extinction des pollinisateurs et de toute la biodiversité qui en dépend. En tant que juriste, avec Elsa, nous sommes persuadés que le droit est une des clés pour la préservation du vivant. C'est pourquoi, avec notre équipe de contentieux stratégiques, nous menons chaque jour des actions concrètes afin de demander des comptes aux acteurs responsables. Chez Polynis, nous sommes convaincus que la société civile, le plaidoyer et le droit ont un rôle à jouer dans ce combat. Ainsi, avec notre pétition signée par plus de 1,3 million de personnes visant à interdire l'usage des néonicotinoïdes et grâce à des campagnes d'information, des interpellations de parlementaires et de députés européens, des dépôts d'amendements et des recours, l'usage de ces substances est désormais interdit et aucune dérogation n'est plus possible. Mais ce n'est pas suffisant. Aucune des mesures prises par la France n'est aujourd'hui à la hauteur de la catastrophe écologique en cours. Face à cette inaction coupable, Polynis ainsi que 4 autres associations ont lancé le recours Justice pour le vivant. Il s'agit d'une action en responsabilité contre l'État pour la perte de biodiversité causée par l'usage de pesticides avec des procédures d'évaluation déficientes qui sont organisées par la France. Avec ce recours historique, fruit d'une collaboration étroite entre la science et le droit, nous exigeons le respect du principe de précaution et nous revendiquons le droit à un environnement sain et le respect du droit des générations futures. C'est pourquoi nous enjoignons l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ne soient mises sur le marché des substances nocives pour l'environnement. L'audience aura lieu le 1er juin prochain. Face à cet écocide, lutter pour la préservation du vivant ne relève plus d'un choix, mais bien d'une question de survie.
Et nous voulions citer ces mots d'Albert Camus qui les a dit au sujet de la bombe nucléaire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que ce monde se déface. Nous vous remercions pour votre attention et nous remercions également Thanks for Nothing de nous avoir permis de présenter ces actions aujourd'hui et espérons bien sûr être rejoints par le plus grand nombre d'entre vous. Merci Jade. Maintenant, je vais faire appel à Julia, qui représente une association qui s'appelle Jeune à Ligray. Un très joli jeu de mots. Donc, Julia Monrat. Combien d'êtres vivants ne connaissons-nous même pas de nos mers et océans? Comme vous le savez, nous sommes loin de connaître toutes les espèces et les mystères dont regorgent les profondeurs. Nous avons décidé d'aller creuser non pas les fonds marins, mais bien l'étude des êtres vivants de certains de ces habitants des profondeurs. Bonjour à toutes et à tous. Quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas toute seule. Nous sommes Célia et Julia. Célia est avec moi en distanciel, juste ici. On s'est rencontrés durant notre formation de master sur l'Université de Montpellier. Célia est étudiante en master de recherche en écologie pour devenir chercheuse en faveur de la conservation des écosystèmes marins. Et je suis en master de médiation scientifique. À nous deux, 21 ans et 22 ans, en train de finir nos études, on se pose forcément la question de ce qu'on a envie d'apporter dans notre futur métier. Et ensemble, on a envie de mieux comprendre et communiquer sur le milieu marin pour mieux le protéger. Alors du coup, on a voulu monter une action concrète. Et pour ça, pas besoin d'aller chercher bien loin, ou même d'aller chercher dans les grandes profondeurs. Ici, sur nos côtes, à quelques mètres de profondeur, il existe des espèces que l'on connaît encore très peu. Et je parle des raies. On dénombre à ce jour 38 espèces de raies en Méditerranée. Et dans un milieu où les aires marines protégées ne sont pas si protégées, on avait envie de monter un projet, aller se creuser la tête, pour étudier la distribution, les modes de vie de ces espèces, pour choisir quels moyens de conservation seraient les plus efficaces à mettre en place, quelles zones protéger, comment, quand, etc. C'est pour ça que nous avons monté le projet Je naviguerai, une expédition scientifique sur nos raies de Méditerranée. Et nous partons cet été, 1 mois, en voilier. Le but, c'est d'une part de réaliser des recensements visuels en se basant sur un protocole créé par l'association Aileron, association basée sur Montpellier qui étudie et protège les raies et les requins de Méditerranée. Et d'autre part, un échantillonnage d'ADN environnemental. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'ADN environnemental, autrement dit l'ADNE, mais c'est l'ADN qui est libre dans le milieu marin, qui est relargué par les organismes de façon naturelle, donc par leurs cellules mortes, leurs fesses, etc. Et donc, on peut récupérer cet ADN sans toucher aux individus, en filtrant l'eau avec une pompe. Et ça nous permet de savoir quelles espèces vont être présentes dans le milieu, sans même avoir besoin de les voir, et sans même avoir besoin de les toucher. C'est un outil assez récent et du coup non invasif, qu'on avait envie d'utiliser. Tout au long de cette expédition, on va également réaliser toute une partie de médiation scientifique. Le but, c'est de réaliser des contenus de vulgarisation en collaboration avec d'autres associations pour faire découvrir et aimer ces espèces peu connues et en danger. Parce que je pense qu'on a forcément envie de protéger ce que l'on aime. Donc nous sommes que 2 étudiantes et on peut des fois se demander comment est-ce qu'on va faire pour monter une expédition de cette ampleur. Et je vous avoue qu'au tout début, on n'était pas du tout parti là-dessus et on était même prête à partir en pédalo. Mais on se rend compte, quand on a un projet comme celui-là, qui peut être fédérateur,
et qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup de culot et de la passion, on arrive à monter des projets qui dépassent 100 fois ce qu'on avait espéré il y a 4 mois. Et j'aurais jamais imaginé être ici présente aujourd'hui. Donc je pense que c'est un peu ça aussi le plaidoyer pour les jeunes. On a envie d'apporter quelque chose d'utile pour nos futurs métiers. Il reste énormément de choses à faire. Et au final, on se rend compte que quand on ose, et je dis pas que c'est facile, on est capable de rassembler énormément et d'arriver à monter des projets concrets comme tous ceux qui vous sont présentés aujourd'hui. Alors merci pour votre écoute et merci pour ce plaidoyer. Merci. Maintenant, je vais faire appel à Clément, qui va nous présenter une action très très concrète et innovante pour le coup. Voilà, Clément qui arrive. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ma petite planète, en fait, elle est née à la fois d'une forte envie. Voilà, juin 2019, j'ai été hyper affecté par la canicule à Paris, vous vous souvenez peut-être, 42,5 degrés. Donc une forte envie d'agir pour lutter à mon échelle contre le dérèglement climatique, mais aussi d'une frustration. Déjà à l'époque, je commençais à essayer d'embarquer mes potes, ma famille sur le sujet, mais je voyais bien que c'était un sujet qui pouvait créer des tensions, et je pouvais passer pour un peu le relou, voire moralisateur de la bande, parce que en fait, on en vient à toucher aux habitudes des gens, et c'est compliqué d'en parler. Et du coup, je commence à mettre en place l'idée d'un challenge, à faire vivre à mon entourage, qui s'appelle Ma Petite Planète, qui dure 3 semaines autour de défis écologiques sur une quinzaine de thématiques où les gens vont réinventer leur quotidien pendant 3 semaines pour explorer des nouveaux futurs possibles et aussi voir qu'il y a des alternatives très concrètes qui s'offrent à eux. Donc on a commencé avec ce qu'on appelle le grand public, amis, familles, voisins, donc des premiers ambassadeurs de ligues qui ont commencé à créer des ligues sur l'application mobile et à embarquer leur entourage. Assez rapidement, en fait, il y a des gens qui ont voulu mettre ça en place dans leur boîte. Donc on a eu des entreprises qui ont commencé à mettre en place le team building Ma Petite Planète, à vivre entre collègues. Et en fait, on a eu l'idée, moi j'avais une amie qui était enseignante de français en Seine-Saint-Denis, et je lui ai proposé d'essayer d'adapter ce jeu à l'échelle des établissements scolaires. Donc on a commencé avec le collège, et maintenant MPP c'est de la maternelle au lycée. Du coup, nous, notre mission, quel que soit le public en tant qu'association, c'est la sensibilisation, l'éveil des consciences, mais surtout, ce qui va nous différencier, c'est le passage à l'action. MPP, ça se joue, ça se vit, et donc pendant 3 semaines, vous allez avoir votre entourage qui vont réinventer leur quotidien sur l'alimentation, sur les déchets, sur la mobilité, sur l'énergie, sur la fameuse biodiversité dont on parle beaucoup aujourd'hui, à travers des défis très concrets, et ils vont partager leur expérience dans une conversation de ligue, en dehors de l'app, et c'est vraiment le lieu d'échange, de partage, mais aussi d'encouragement. Aussi, on peut partager ses questions, ses doutes. Donc, on va créer toute une émulation sur le sujet. À terme, on ambitionne de devenir le challenge de référence à l'échelle européenne sur le passage à l'action écologique. Le jeu est traduit aujourd'hui dans 5 langues. On a fait passer à l'action en un peu plus de 3 ans 240 000 MPP players. On est aujourd'hui 34 salariés dans l'asso. C'est grâce notamment aux entreprises, aux collectivités et aux universités qui contribuent au financement de l'asso qu'on a permis de créer ce mouvement, et on a été rejoint par pas mal de bénévoles. En fait, nous, à chaque édition, donc il y a des éditions tous les 4 mois, et à chaque édition, on recrute des MPP players, et qui deviennent bénévoles et qui nous aident à construire ce mouvement. Donc très concrètement, on a une prochaine édition, si ça vous intéresse, le 22 mai 2023. On attend entre 20 à 25 000 MPP players. N'importe qui dans la salle peut télécharger l'app, créer une ligue et embarquer entre 6 à 24 personnes. Et on a des défis aussi également autour de l'art. On pense que ça a toute sa place dans la transition. On a un défi où il s'agit de créer une œuvre d'art et du coup de la partager à son entourage. On peut par exemple upcycler des déchets et créer une œuvre d'art. On invite aussi les gens à se projeter dans un futur désirable et souhaitable, un défi qui s'appelle Transition 2050. On va forcer les gens à créer un récit positif sur ce qui pourrait se passer si on agit tous aujourd'hui. Et on a une bonne nouvelle, on vient de signer avec le ministère de la Culture
qui va embarquer des universités, voilà, et des universités, et notamment toutes les écoles d'art à partir de septembre, un peu sous la forme d'une rentrée climat, où tous les étudiants vont pouvoir participer au challenge Multived. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes dans le milieu. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver voilà, sur la ligne du top départ le 22 mai, si vous êtes partant, et au plaisir. Bonne chance, au suivant. Merci Clément. Encore un duo de filles qui vont nous parler du coup d'initiatives citoyennes pour l'océan. Et voilà, je vous invite à monter sur scène. Arbic Océan. Bonjour à tous, je m'appelle Guénola et j'ai 30 ans. Je vous avoue que je suis plutôt habituée des coulisses des salles de spectacle, donc j'aurais jamais imaginé monter sur scène, et encore moins pour vous parler d'océan. L'océan s'est mis à star dans ma vie au cours de mes navigations. Mu par sa beauté, comme un tableau chaque jour renouvelé, il m'a permis de me reconnecter au vivant. Au fil de mes rencontres, humaines et animales, j'ai pris conscience de sa richesse, de sa complexité, mais également de sa fragilité. C'est étant confrontée à cette réalité que j'ai décidé de m'engager pour la protection des océans. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans et j'ai eu la chance d'être imprégnée de l'océan dès mon enfance à travers la plongée. Et j'ai rapidement voulu devenir biologiste. Après avoir étudié l'importance des milieux marins et après avoir pris conscience de l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons, j'ai décidé que je voulais agir et ne plus attendre. Si la réalité de la menace qui pèse sur le vivant m'a mené parfois loin de la mer, les océans restent dans mon cœur parce que c'est une source d'engagement au quotidien pour moi. Malgré nos différentes approches, une même chose nous anime, c'est notre volonté d'agir concrètement dans un monde où le vivant est en danger. Nous n'avons pas le temps d'attendre, ni même de nous sentir légitimes. C'est pour ça que nous avons créé l'association Arbic Océan, une initiative citoyenne où chacun peut s'engager, peu importe son bagage. Une seule chose nous rassemble, c'est notre passion de l'océan. Nous menons des expéditions à la voile chaque année pour participer à l'étude et à la conservation du milieu marin. Témoins des impacts de l'homme sur le vivant, nous voulons partager notre expérience pour sensibiliser et inviter à l'engagement. C'est en réaction à l'actualité des échouages massifs de dauphins sur nos côtes que cette année, nous nous intéressons à l'impact de la pêche sur les cétacés. Nous partons en Europe du Nord pour collaborer avec différents scientifiques et des ONG pour mieux comprendre l'impact de la pêche et donc cette problématique et mettre en lumière des solutions pour aller vers une pêche plus durable. À notre retour, nous ferons appel à nos multiples sensibilités pour transmettre nos apprentissages au travers d'un film documentaire, d'ateliers pédagogiques, d'un livre et d'une exposition. Nous avons à cœur d'utiliser une palette d'outils comme l'image, le son, la vidéo ou encore l'écriture pour pouvoir toucher et interagir avec un grand public. Où mieux qu'ici, lieu majeur d'art et d'expression pour parler de l'importance des émotions dans le passage à l'action. Nous aspirons, à travers nos récits, à émerveiller, inspirer et inciter les citoyens à se saisir des sujets qui les touchent profondément. Alors il est urgent de nous reconnecter à notre environnement. Pour ça, il n'y a pas de petits gestes et même si nous aurons toujours le sentiment de ne pas faire assez ou que la tâche est bien trop grande, cela ne doit pas être un frein. Relever ces nouveaux défis doit être une aventure humaine dont le partage et l'entraide sont la clé. Il est temps de faire partie du tout. Il est temps de retrouver notre place au sein du vivant. Merci. Maintenant, on va écouter Clarisse qui va nous parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, comme tous les sujets dans lesquels on nous a parlé, mais voilà, sur voyager mieux. Merci. Bonjour à tous.
Donc il y a 2 semaines, j'ai été à un super repas de famille et comme vous le savez tous, lors des repas de famille, les thèmes les plus abordés sont soit l'amour, soit les voyages. Donc côté amour, j'avais vraiment rien à raconter, donc je me suis empressée de dévier la conversation vers mon dernier voyage en Ardèche de cet été. Alors que j'avais à peine commencé à entamer le récit de mon périple en canoë, mon oncle m'interrompt et me dit « Clarisse, sérieusement, avec tous les moyens que vous avez maintenant, t'aurais pas pu trouver plus sexy que l'Ardèche quand même ?» Alors, je vous mentirais en vous disant que quand on a 20 ans, visiter le village natal de Jean Ferrat est beaucoup plus enthousiasmant que les boîtes de nuit d'Ibiza. Et oui, c'est clair, il est devenu beaucoup plus simple de voyager. On peut réserver des logements et des transports en un clic sur Internet en s'assurant de payer le moins cher. Nous pouvons même donner des notes aux gens qui voyagent, qui partagent un bout de notre périple. Et nous pouvons aussi partager en temps réel notre voyage aux gens que nous aimons et aux gens à qui nous avons tout simplement envie de prouver que notre vie est bien meilleure que la leur. Et tout ça depuis notre canapé. D'où vous conviendrez donc que la technologie est au service d'un voyage plus interactif et plus inclusif. Mais qu'en est-il réellement de cette simplicité quand on les met en face des convictions des jeunes générations? C'est pour ça que nous sommes là. Vous conviendrez que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles aux questions environnementales que l'étaient nos grands-parents ou nos parents. Nous avons la conviction que nous devons désormais lutter contre des modes de vie établis, mais aussi la conviction que tout n'est pas perdu, que les conséquences sont là, mais les solutions aussi. Nous avons aussi la conviction qu'il faut voyager pour se découvrir. Nous voulons nous perdre dans les rues, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs, rencontrer de nouvelles personnes. Alors oui, nous avons le besoin et l'envie de voyager. Mais soyons francs, souvent nous n'avons pas forcément le budget adéquat. Et souvent, les solutions les plus en phase avec notre budget sont celles qui vont à l'encontre de nos convictions. Alors quand on se dit qu'un vol aller-retour de 1600 km Paris-Ibiza coûte beaucoup moins cher qu'un TGV Paris-Bordeaux qui n'en parcourt que 600, tout de suite, il est plus tentant d'aller siroter des pina coladas sur la plage. Mais lorsqu'on y apporte l'information qu'en termes d'émissions de CO2, un avion c'est environ 45 TGV, tout de suite c'est un peu moins sexy. Donc la solution n'est pas forcément directement de taxer le kérosène, faisant ainsi flamber le prix des billets d'avion pour tout le monde, dont les jeunes seraient les premières victimes. L'idée est de développer et d'encourager d'autres moyens de transport, à l'instar du TGV, beaucoup moins polluants. Ainsi, il conviendrait de développer les trajets de nuit, qui nous feront gagner du temps et qui sont tout aussi confortables. Développer les lignes de TGV à l'intérieur même de la France, à l'intérieur d'un même territoire, qui pourraient développer les trajets et développer le tourisme en France. L'art de voyager réside bien plus souvent qu'on ne le pense dans le trajet en lui-même et non forcément dans la destination. Alors oui, le voyage forme la jeunesse, mais il est peut-être temps que ce soit à la jeunesse de transformer le voyage. Merci. Maintenant, on va accueillir Odélie du collectif pour un réveil écologique. Merci Odélie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Odélie, j'ai 25 ans et je suis membre du collectif pour un réveil écologique. Et aujourd'hui, je vais vous parler ordre de grandeur. Pour enclencher une transition écologique viable, le levier principal, à la base de tout, avant qu'on parle de coût, de trajectoire optimale, de sobriété ou de renouvelable, c'est un changement culturel majeur selon nous. C'est inscrire l'écologie et les limites planétaires dans les mœurs. Et cette inscription, elle passe pour nous, à Point Réveil écologique, par l'apprentissage et la compréhension des ordres de grandeur. Sans ordre de grandeur, comment comprendre ce qui est impactant et ce qui ne l'est pas? Il faut voir la transition écologique comme un meuble un peu compliqué à monter. Si on a les bons ordres de grandeur, on va utiliser les bonnes vis, les bons outils. Si on ne les a pas, on va utiliser du scotch ou de la colle. De loin, ça va tenir. En fait, quand on s'assoit dessus, ça ne tient plus beaucoup. Avoir les bons ordres de grandeur en tête, ça permettrait d'élever le débat et d'aborder pragmatiquement les enjeux socio-écologiques. Le sujet est grand, complexe, certaines décisions sont assez sournoises, mais les solutions, elles sont nombreuses et elles sont souvent simples à mettre en place. Il suffit juste de les voir. Mais pour les voir, il faut avoir conscience de ce qui se joue aujourd'hui.
des crises qui nous entourent, des crises de la biodiversité, de l'eau, le changement climatique, la santé environnementale, comprendre les causes et les conséquences de ces crises. Mais alors concrètement, comment on fait pour démocratiser la compréhension de ces ordres de grandeur? Ça peut passer par plusieurs choses selon nous. Ça peut passer tout d'abord par la formation, instaurer dans l'enseignement supérieur l'apprentissage de ces ordres de grandeur pour donner les bonnes clés aux futurs ingénieurs, aux futurs architectes et aux futurs médecins de demain. C'est d'ailleurs un de nos sujets d'action principal chez Pour un réveil écologique. C'est aussi former la fonction publique, former nos députés, former les personnages politiques, former les chefs d'entreprise, bref, former toutes celles et ceux qui devront un jour prendre des décisions pour demain. Ça peut aussi passer par l'utilisation de la culture comme support de sensibilisation. Je vais reprendre l'exemple de Titanic qui avait été dit juste avant. Si Rose et Jacques avaient parlé 5 secondes de l'impact carbone du Titanic, c'est peu, mais ça aurait pu toucher beaucoup de personnes. Ça peut aussi parler par quelque chose d'assez concret, ça peut prendre la forme de mentions publicitaires obligatoires. On a réussi à obliger des pubs manger 5 fruits et légumes par jour sous les pubs de McDonald's. On propose donc d'obliger les compagnies aériennes, par exemple, à inscrire le fait que prendre l'avion, c'est 100 fois plus émetteur que prendre le train pour un même trajet. Ou encore sur ce joli Paris-New York qu'on vous propose à 200 €, et bien en fait c'est 2 tonnes de CO2 par personne aller-retour, donc c'est déjà trop. Bref, en gros c'est concrétiser dans la tête des gens ce qu'est l'écologie et où elle se joue aujourd'hui. Avoir ces ordres de grandeur en tête, finalement, c'est aussi devenir acteur et non plus victime de la mauvaise foi de certaines entreprises, et c'est rendre obsolète toute tentative de greenwashing de ces entreprises. C'est comprendre et challenger les passages radio et télé des politiciens et des dirigeants d'entreprises, et c'est aussi comprendre la supercherie derrière les discours lobbyistes qui vont à l'encontre de notre avenir. Et c'est surtout agir pour mettre en place des solutions qui vont aller dans le bon sens. C'est agir pour la mobilité douce, pour la rénovation des logements, favoriser l'économie circulaire et la sobriété. Merci. Maintenant, on va accueillir... Est-ce qu'on peut passer à la slide en régie peut-être, pour l'intervention de Noémie. Par rapport à les algues brunes comme effet de serre, comme solution contre l'effet de serre, excusez-moi. On va accueillir Noémie. Merci beaucoup. Allô? Oui, on m'entend? Ok, top. Enchantée, je m'appelle Noémie Joly. Comme vous pouvez le voir sur la photo, avec Thomas Martin, mon acolyte, on a créé le compte Ecotalk. C'est un compte Instagram à la base, c'est une sorte de média, on peut le dire. Et en fait, on parle d'environnement. On parle d'environnement surtout à travers le prisme de la biodiversité. On parle de l'importance de protéger chaque espèce, de leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique, parce qu'on pense personnellement que c'est un peu une hérésie de vouloir lutter contre le dérèglement climatique sans lutter contre l'extinction de masse, la 6e extinction de masse qu'on est en train de connaître en ce moment. Donc on est vraiment sur cet aspect-là, sans parler uniquement purement de climat. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question de ce que j'allais vous parler. On est spoilé, c'est les algues brunes, mais à la base, au quotidien, on parle vraiment de l'actualité, une actualité qui n'est pas forcément hyper heureuse. Et donc je me suis dit comment donner envie d'agir. Et du coup, je me suis dit proposons une solution. Aujourd'hui, on va parler de la lutte contre l'effet de serre. L'effet de serre, c'est en gros la trop grande concentration de gaz carbonique dans notre atmosphère. On étouffe de gaz carbonique actuellement. Et donc, je me suis dit, parlons de la solution, de décarbonation de notre atmosphère. Alors on le sait, la photosynthèse par les plantes est le moyen le plus commun, le plus efficace de lutter contre la carbonation, d'absorber ce gaz carbonique.
Et alors, en réalité, on pense, enfin, nos politiques nous abreuvent de reforestation. Emmanuel Macron adore justifier ses politiques en disant on a replanté des forêts. Mais en réalité, planter des forêts, c'est très bien, hein, avoir des arbres, c'est hyper important, il faut arrêter de les couper. Mais c'est pas la solution miracle, c'est pas ce qu'on nous vend. Pour plusieurs choses. D'abord, on sait, planter un arbre, pour qu'il devienne mature, pour qu'il ait une vraie absorption de carbone, il faut des années, des dizaines d'années. Donc c'est très long. Surtout si cet arbre, il faut qu'il ait la chance d'atteindre sa majorité. Et 60% des arbres qui sont plantés dans les campagnes de reforestation meurent. Donc c'est pas hyper efficace. Il y a aussi la ressource en eau douce. Il faut énormément d'eau, c'est une denrée commune dont on va manquer. On manque de plus en plus. Donc il faut réussir à conjuguer ces paramètres-là. Et puis surtout, il y a un gros problème, c'est qu'on imagine les arbres comme étant l'élément salvateur de cette situation, mais en réalité, les arbres absorbent une partie du gaz carbonique, notamment dans le sol, qu'ils vont garder, bien sûr quand on les coupe, tout ressort, mais une autre partie va ressortir très vite dans l'atmosphère, donc ne sera pas absorbée. Et c'est là que les algues sont très importantes, d'abord les algues marines en général, pour plusieurs aspects. D'abord, la croissance. C'est très rapide. Certaines espèces d'algues marines, notamment les microalgues, n'ont besoin que d'une dizaine de jours pour être matures et absorber une quantité astronomique de CO2. Elles n'ont besoin que d'eau salée pour vivre, de l'eau salée et du carbone pour le manger, donc hyper économique, hyper rapide et surtout beaucoup plus efficace parce que les forêts d'algues marines, les mangroves, les forêts marines absorbe 3 fois plus de CO2 qu'une forêt terrestre pour la même superficie. Donc c'est considérablement plus efficace. Et se pose toujours ce problème de l'absorption du carbone. Est-ce qu'on arrive à absorber énormément de carbone? Eh bien, c'est le même problème que pour les algues. Les algues, quand elles meurent, elles vont au fond de l'océan pour une partie. Elles enrichissent ces écosystèmes, elles sont absorbées, ingérées par d'autres mécanismes qui vont ensuite ressortir ce gaz carbonique. Donc on n'est pas sur un effectif de 100%, mais c'est là que les scientifiques se sont intéressés aux algues brunes. En fait, en s'intéressant aux sécrétions des algues brunes, quand elles meurent, l'intégralité du gaz carbonique qu'elles ont absorbé, l'intégralité va dans les sédiments, dans le plancher océanique. Et donc, on a une absorption du carbone qui est très efficace et qui est surtout durable parce qu'ils peuvent être conservés dans les sédiments pendant des centaines, voire des milliers d'années. Alors, je vous parle de ça parce que je trouve que c'est une solution hyper importante. On le sait, je ne suis pas sûre que tout le monde le sache en réalité, mais les océans, c'est la clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. On sait qu'ils absorbent 30% du CO2 qu'on émet. Ils nous fournissent entre 50 et 75% de notre oxygène. Donc si on ne s'occupe pas bien des océans, on finira tous par le payer. Et donc, pour moi, ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut retrouver cet équilibre. Il faut retrouver le rôle des algues. Les algues peuvent nous sauver, c'est un bien grand mot, parce qu'il faudrait déjà arrêter de mettre autant de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais retrouver cet équilibre, par exemple, protéger, comme va le faire Arctic Océan pendant leur expédition, protéger les populations de baleines. Les populations de baleines, leurs excréments permettent d'enrichir les algues, augmenter le nombre d'algues, et donc le nombre la quantité de CO2 absorbée et la quantité d'oxygène rejeté. Donc tout est lié et il faut retrouver cette place-là. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, même si l'actualité est complètement pourrie et qu'on voit que des mauvaises nouvelles, c'est qu'on ne peut pas attendre l'État, il faut s'emparer nous-mêmes de ces sujets. Alors aujourd'hui, concrètement, cette solution des algues brunes, elle est utilisée, mais elle est utilisée par un acteur. C'est par les entreprises pétrochimiques extrêmement polluantes qui s'achètent une image de neutralité carbone en disant « Regardez, on pollue énormément, mais on a planté des algues autour de nos usines, donc on absorbe tout le carbone », qui est complètement faux et c'est surtout pas la logique qu'il faut adopter. Mais voilà, nous en tant que citoyens, on peut on peut s'emparer de ces solutions qui sont hyper efficaces. Toutes les solutions sont dans la nature. Il faut arrêter de croire en une révolution technologique. Les solutions, elles sont partout. Il faut juste retrouver l'équilibre dans la biodiversité et surtout dans l'océan. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité.